Salam alaikum. Bonjour. Donc je continue mon récit de l'histoire de l'Ifriqiya au XVIe siècle. Donc le XVIe siècle vient après le XVe, c'est logique, me diriez-vous, mais en fait il vient après la période de Reconquista. Donc vous vous souvenez que Isabelle la catholique avait, après avoir expulsé les Morisques et les Maures d'Espagne, il y a eu une volonté de christianiser ou de conquérir l'Afrique du Nord, et son petit-fils Charles Quint poursuit dans ce projet. Donc l'Espagne a pris les cités de Melita, de Oran, de Mersil-Kébir, et elle est en train de se placer sur l'Afrique du Nord. Et de l'autre côté, nous avons le nouvel empire ottoman, qui est aussi un empire en croissance, qui vient de l'Orient et qui essaye de prendre position en Afrique du Nord. Et donc ces deux puissances s'affrontent sur le terrain de l'Ifriqiya. Alors, pour ce XVIe siècle, nous avons beaucoup de documentation. Et j'ai beaucoup lu jusqu'à m'épuiser. Et en fait, à force de lire, on arrive quand même à une vérité de l'histoire. Plus on lit, et plus on comprend, on nuance les points de vue, etc. Mais c'est quand même épuisant. Mais il y a beaucoup de documents. Mais ce sont des documents beaucoup plus espagnols. Oui. C'est-à-dire que il y a eu un travail de la Société d'histoire algérienne de 1875 qui a récupéré un peu tous ces documents, ces écrits, ces courriers. Et en fait, on a beaucoup plus des opinions, des positions, des points de vue, beaucoup plus espagnols que ceux des Nord-Africains. Bien entendu, les Nord-Africains, ils doivent assumer comment dire-t-on, les Andalous, etc. Comment ça se passe, les conflits locaux, comment ça se passe, leurs relations par rapport aux Ottomans, comment ça se passe aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui manquent dans la documentation nord-africaine. Et en plus, quand on a des documents arabes par rapport à cette période, ils sont ultérieurs. C'est-à-dire qu'ils ont été écrits 200 ans après les faits. Donc ce ne sont plus les mêmes. Donc il y a un déséquilibre de la connaissance, mais ça n'empêche pas de pouvoir arriver à une histoire objective. Alors le conflit commence déjà donc avec Charles Quint. Je vous ai parlé de 1820, 1816, 1818. Ce sont des batailles où Charles Quint essaye de prendre pied et qui s'oppose aux Barberousse. Ensuite, nous avons la fameuse expédition de Tunis où Barberousse trouve l'appui en tout cas des Ottomans pour contrer les Espagnols. Et donc il débarque à Tunis en 1534. 1534, il occupe la ville et il destitue le souverain Moulay el-Hassan, qui était le souverain hafside de l'époque. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que Barberousse, je vous ai fait une page par rapport à lui, et on le nomme quelque part comme si c'était un pirate. Il faut dire que c'est pas vrai. C'était pas un pirate. C'était un seigneur de guerre, c'était un chef de flotte, c'était un ce que vous voulez, mais c'était pas un navigateur, ce que vous voulez, mais c'était pas un pirate. Parce qu'un pirate, il est indépendant, il est mercenaire pour sa cause. Mais là, Barberousse a un projet politique. Il travaille avec les Ottomans, donc tout ce qu'il fait est stratégique et il s'oppose bien sûr à l'Espagne. Et donc c'est la principale puissance et on voit cette crainte de Barberousse dans tous les courriers, dans toutes les œuvres, enfin, pas toutes, j'exagère quand je dis toutes, mais dans de nombreuses œuvres, dans de nombreux textes, on retrouve le nom de Barberousse comme si c'était la principale menace. Et il faut savoir que les Berbères, si je peux appeler ça les Berbères, les Nord-Africains, eux n'approuvaient pas Barberousse. Il faut le savoir. Ni Alger, puisque en 1516, le Pacha était contre les troupes de Barberousse, contre les corsaires de Barberousse, et donc il a été assassiné. Tlemcen, qui était la principale ville, hein, la principale capitale au XVIe siècle, le roi de Tlemcen, lui, s'engage à arrêter Barberousse si jamais il se présente à lui, donc il ne l'aime pas. Le roi des coucous, c'est les Kabyles. Alors les coucous, c'est aussi une expression que l'on retrouve chez les Espagnols. C'est les Espagnols qui nous rapportent cette expression.
les coucous, et en fait, il a un nom arabe. Hassil, je l'ai dans mon livre, j'ai cité son nom, il s'appelle Ahmed, je ne sais plus trop quoi, j'ai oublié le nom de famille, de la région de Koukou, c'est du côté de Skikda, je crois, en Algérie. Bon, eux aussi font la guerre aux Barberousse. Le sultan Hafsid de Tunis aussi. Donc, Barberousse est un mercenaire pro-turc, pro-ottoman, et les Nord-Africains sont anti-turcs. Mais finalement, Barberousse, sa puissance est qu'il arrive à renverser les alliances. Il a pris Alger, il se positionne et Alger devient ennemi de Tunis. Et donc il y a eu plusieurs expéditions de Alger vers Tunis et il y a eu des rapts, il y a eu... et en fait à Tunis nous avions la fameuse forteresse de la Goulette. Et donc là il y avait des troupes espagnoles qui étaient payées et donc le Elouj Pacha organise des expéditions et il rafle et à part qu'il rafle ou qu'il rapte ou qu'il rançonne le bey, pas le bey, pardon, le souverain Hafsid, mais aussi il a pris il a volé en 1569. Il y a une expédition à Béja et à la Goulette où il rançonne, enfin il prend en fait la paix, le trésor de la garnison et puis après il repart. Ils repartent. Donc Elouj Pacha, c'est le nom, on donne l'impression d'être un Turc. C'est lui le Pacha d'Alger, qui donc s'attaque aux anti-turcs, aux anti-ottomans, qui étaient la Tunisie de l'époque. Et les Espagnols demandent aux Tunisiens, est-ce que vous voulez qu'on vous aide? Et les Tunisiens, bon, ce n'était pas les Espagnols, c'était les Espagnes, ce n'était pas les Tunisiens, c'était les Frikia. Mais bon, je résume pour que l'on comprenne. Les Espagnols demandent si les Tunisiens veulent de l'aide, et les Tunisiens disent oui, à quelles conditions? Ah ben, condition, c'est que vous nous soumettez votre pays, qu'on récupère l'impôt sur les citoyens, etc. Et donc le souverain tunisien dit non, 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 j'ai pas besoin de votre aide, on va se débrouiller tout seul. On va se débrouiller tout seul jusqu'à ce qu'ils prennent une belle raclée à Béja en 1569 et que Elouj Pacha rentre à Tunis. Alors je vous disais, Elouj Pacha, le nom est-il turc? Elouj Pacha, c'est Elouz. C'est Alouche. Si vous le traduisez, ça fait le louz ou ça fait le louche. Donc vous voyez ces noms de famille de Lelouch, comme Claude Lelouch que vous voyez par exemple en France, eh bien c'est relatif à cette vieille famille des pachas d'Alger. Étaient-ils des Nord-Africains? Étaient-ils d'origine de Turquie? Bon, peu importe, hein, c'était le souverain d'Alger qui est devenu pro-turc contre le souverain de Tunis qui lui était anti-turc. Et donc nous avons un avancement des pro-turcs, d'abord à Alger et ensuite à Tripoli. À Tripoli avec Dargout, Torgout, ça sonne turc, Dargout Becha qui devient pacha de Tripoli. Et donc Tunis se retrouve entre deux feux, entre deux puissances. Alors elle reste longtemps sans demander d'aide. Et dans une autre page, je vous parlerai de Dargout par rapport à la bataille de Djerba de 1560, parce qu'il y a eu plusieurs expéditions. Djerba, j'ai lu dans les archives que c'était un lieu extrêmement peuplé par rapport à la Tunisie. Donc ça, c'est étonnant. Mais enfin, on le dit, Djerba est l'île qui était peuplée, qui était plus peuplée en tout cas par rapport à la Tunisie de l'époque. Et enfin, je me perds dès que j'ouvre des parenthèses, je me perds. Donc Tunis se retrouve entre deux. Oui, j'ai dit que la prochaine fois je vous parlerai de Djerba, des différentes expéditions qu'il y a eu, et entre autres celle de 1560, qui est une sacrée bataille, une grande bataille, mais ça fera une page à part. Donc Tunis se retrouve entre deux feux, les pro-turcs d'Alger et les pro-turcs de Tripoli, qui avancent et qui reculent, qui avancent et qui reculent. Tunis, pendant longtemps, se dit « j'ai pas besoin de votre soutien » aux Espagnols, mais après la défaite d'Alger, après la défaite de Béja et l'attaque sur Tunis et le rançonnage, etc., et le pillage, alors Tunis réclame le souverain Hafsid de Tunis. C'est l'oncle, hein. L'oncle il est plus sage, et il se dispose à accepter les conditions des Espagnols pour que les Espagnols viennent le soutenir. Et c'est dans ce sens-là que nous avons
l'expédition de Don Juan d'Autriche, qui débarque à Bizerte, puis à la Goulette, en 1573. Alors, Don Juan d'Autriche, qui est-il? C'était le chef en tout cas, enfin, il a conduit l'expédition de Lépante, où les Ottomans ont perdu une très grosse bataille. Et donc, cet esprit vengeur se replie un peu sur Tunis, et Don Juan d'Autriche est chargé de fortifier la ville, de protéger la ville. Et à ce moment-là, un peu avant, nous avons dans différents papiers que j'ai vus, l'idée c'était même, il faudrait enlever ces forteresses de la Goulette, il faudrait les détruire, parce que non seulement elles attirent la guerre, elles attirent l'oppression, elles attirent le pillage, puisque et c'est pareil, on voudrait détruire le château de Borj el Kbir à Djerba, on voudrait détruire la forteresse de, de la Goulette pour ne plus attirer les guerriers. En fait, cette position est exprimée par les Tunisois de l'époque et exprimée aussi par certains courriers relatifs à Charles Quint, où le calcul est beaucoup plus économique en se disant mais en fait on perd beaucoup d'argent à entretenir des garnisons qui deviennent objets de guerre et qui un jour pourraient se retourner contre nous. Donc cette position, ce questionnement en tout cas est évoqué par certains courriers. Alors 1573, je vous disais que Don Juan d'Autriche débarque à Tunis. Et j'ai un courrier qui parle de ça, et puis en fait, on dirait alors, oui, il y a des gravures. Dans les gravures, on vous marque conquête de Tunis. En fait, c'est pas une conquête. C'est un débarquement, c'est un soutien. Parce que conquête, ça veut dire guerre, ça veut dire. Et ce n'est pas le cas, il n'y a pas eu de bataille. Donc les légendes des documents iconographiques du XVIe siècle faussent parfois la réalité historique. Donc, alors je vous ai ce texte voilà, pour le plaisir, parce que c'était carrément une visite touristique au XVIe siècle. J'ai pris copie et j'ai publié des extraits de ce passage où l'on voit que Tunis, bon, le beau lieu, on parle de Carthage, on parle des animaux, on parle des éléphants, on parle des lions, on parle des cadeaux, on parle en fait. Et en fait, c'est une armée. On fait tant de cadeaux à une armée. Donc on voit bien que. Et puis le Don Juan d'Autriche qui est reçu dans le palais de la Casbah qui s'appelait Beitzi, un truc comme ça, quelque chose de bizarre que j'ai pas réussi à comprendre en langue arabe. Bon, Juan d'Autriche, lui, va rester à Tunis, il arrive en 1573 et 1574, il doit affronter les troupes ottomanes qui livrent bataille contre Tunis, et c'est la grande bataille où finalement les Espagnols perdent, les Tunisois perdent, il y a eu de violents combats, et donc Tunis va tomber sous la souveraineté des Ottomans. Alors Juan d'Autriche, un dernier mot sur lui, va se retirer en Europe et il va aller pas très loin d'ici puisqu'il va aller mourir à Namur. Voilà, donc un petit lien historique entre Tunis et la Belgique, entre Tunis et Namur. Juan d'Autriche. Ah oui, aussi autre chose, un des fils du bey, un des fils du bey qui, pardon, excusez-moi, un des fils du souverain Hafsid. Le dernier souverain Hafsid, il a eu deux fils. Je crois que je vous en ai parlé dans une autre page. Il y en a un, il est devenu moine franciscain et son nom c'était Ahmed d'Autriche. J'ai oublié son nom, mais enfin il a pris un titre et je crois que c'est lié à ce personnage Don Juan d'Autriche qui était venu à Tunis. Donc 1574, Tunis perd, Tunis tombe sous la souveraineté des Ottomans, Tunis est détruite parce qu'il y a eu de très grandes violences de guerre, de bataille, ça a duré longtemps, et donc Tunis va mettre beaucoup de temps pour s'en remettre, parce que les Hafsides vont essayer de récupérer le pouvoir, ils vont essayer de réanimer les tribus berbères depuis la Sicile, là où le souverain s'était réfugié, ou là où les enfants essaient de poursuivre le combat. Et donc Tunis reste perturbé parce que les régents de Tunis sont les Tripolitains. Donc les Tripolitains sont chargés de prendre la gouvernance de Tunis
Et ces gens n'ont aucune tradition administrative ou autre. Et donc ils continuent à piller le pays, à faire du grabuge, à consommer pour eux-mêmes, et finalement à ne pas payer les janissaires, ne pas payer l'armée, et les janissaires vont finir par se révolter, à force de ne pas être payés, et donc le pays va un peu sombrer un peu dans l'anarchie, puisqu'ils vont commencer à faire du rançonnage eux-mêmes, les militaires, les janissaires commencent eux-mêmes à se servir chez la population, ou à transformer leur activité en commerce, ou à piller les gens, et jusqu'à la révolte de 1591, où là, finalement, on va avoir la dynastie des Dey. Les Dey, c'est quoi? Le Dey, c'est le chef de l'armée qui va prendre le pouvoir sur la cité. Voilà, on termine le XVIe siècle. Je referai encore une autre page pour vous parler de Djerba, parce que Djerba, c'est aussi quelque chose d'intéressant, puisque ça fera le part d'un chapitre. Je parlerai la prochaine fois de Djerba au XVIe siècle, et puis après j'attaquerai le XVIIe siècle avec la dynastie des Dey, qui durera encore une centaine d'années, et puis ensuite on arrivera au XVIIIe siècle avec les Beys, et voilà. D'accord? Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.